Bonsoir à tous. On va démarrer le webinaire consacré aux fourmis. Donc je vous remercie d'être là et d'être aussi nombreux sur cette thématique et intéressés par les fourmis. Du coup, je vais vous présenter rapidement quelques généralités, un peu les méthodes d'inventaire de manière générale et puis une introduction un peu à l'identification des fourmis qui, vous allez le voir, est quand même pas si simple. Donc tout d'abord, commençons par le début. Qu'est-ce qu'une fourmi? Une fourmi, donc, c'est un insecte de la famille des hyménoptères, et donc on peut qualifier d'hyménoptère social, donc qui vit en colonie. Et donc, comme tous les hyménoptères, ils ont quatre ailes membraneuses. Vous allez me dire oui, mais une fourmi, généralement, ce qu'on a en tête, c'est la photo sur la diapo, c'est une fourmi qui n'a pas d'ailes. Donc là, c'est euh, parce que On il y n'a a... pas d'image. On n'a pas l'image. Vous n'avez pas l'image? Non, on te voit, toi. Vous n'avez pas le diaporama? Non. Si, moi je vois bien. Ah ben moi, je l'ai pas, alors pourquoi je Ouais, n'aurais pas? il y a peut-être un problème de partage, mais moi je vois bien la diapo. Ah, comment on peut faire? Pourquoi je te vois, toi, et pas l'image? Ça, c'est bizarre. Donc les fourmis, donc, qui ont quatre ailes, mais pour la plupart, en fait, on voit souvent les ouvrières, donc, parce que les fourmis, donc, même si c'est des hyménoptères sociaux, par rapport à d'autres hyménoptères comme les abeilles, par exemple, on a une grosse variabilité morphologique entre les différentes castes, parce que les fourmis sont divisées en plusieurs castes, où du coup, on a les femelles et les reines, donc, enfin des femelles qui peuvent devenir reines, qui vont être ailées, donc c'est, on va dire classiquement ce qu'on appelle les fourmis volantes, qui sont finalement soit des mâles, soit des femelles des différentes espèces de fourmis. On a les mâles qui sont aussi volants, mais qui eux vont juste contribuer à la reproduction, et après, en fait, une fois qu'ils vont s'être reproduits, ils vont pas faire grand-chose d'autre, malheureusement. Et on a après toutes les ouvrières, donc qui elles sont asexuées, donc produites par les reines, et qui elles vont s'occuper de la colonie et qui auront différents rôles au sein de la colonie. Et on aura des ouvrières selon les espèces qu'on pourra qualifier de mineures et majeures. Donc on n'a pas forcément de différence dans les ouvrières chez toutes les espèces, mais chez certaines, on aura également des variations morphologiques selon le rôle un peu de l'ouvrière au sein de la colonie. Donc globalement, voilà, souvent on a l'habitude de voir des fourmis sans ailes, mais c'est bien des hyménoptères ailés comme les autres. Et si on regarde sur la photo, on a aussi donc chez cette espèce-là la présence du dard. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, où on a chez certaines espèces, pas toutes, donc c'est chez certaines familles, on a les fourmis qui ont les ouvrières qui auront un dard et d'autres qui n'en auront pas, mais du coup c'est aussi une caractéristique des hyménoptères. Et donc comment fonctionnent ces colonies? On aura des grosses variabilités entre les différentes espèces. On aura des espèces qui auront des colonies donc avec une reine et quelques ouvrières, donc parfois moins de 5, parfois même aucune ouvrière, donc ça sera chez certaines espèces de fourmis parasites qui vont aller dans des nids d'autres fourmis et où les reines vont produire que des femelles et des mâles. Et on aura aussi sinon des colonies où il y aura plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'individus. Donc là, c'est souvent les représentations qu'on a des gros dômes d'aiguilles de pin, par exemple, où on a dans ces nids-là plusieurs milliers d'individus. Au sein d'un même nid, on pourra avoir, selon les espèces, plusieurs reines. Donc souvent, quand c'est des gros nids, par exemple,
les gros dômes d'aiguilles, on pourra avoir au sein de la même colonie plusieurs reines. Et des fois, on aura aussi des colonies qui seront divisées en plusieurs. Donc, si on prend l'exemple des dômes d'aiguilles ou des dômes de terre, par exemple, de certaines espèces, on aura potentiellement une même colonie qui aura plusieurs dômes et potentiellement plusieurs reines. Donc, des fois, quand on a des dômes comme ça proches, ils peuvent être connectés et en fait, c'est la même colonie, c'est juste que c'est étendu. J'ai pas remis sur mon diaporama, mais donc chez les fourmis, on aura des tolérances différentes euh, entre espèces qui sont, où on aura des espèces qui peuvent se tolérer entre elles, donc entre colonies, des espèces pour lesquelles elles vont pas tolérer d'autres colonies proches. Donc, du coup, il y aura un peu de compétition et on aura après des compétitions entre différentes espèces où on aura des espèces qui vont tolérer la présence d'autres espèces dans leur entourage, mais pas toutes, etc. Et au sein des fourmis, on a aussi donc des fonctionnements un peu particuliers, donc d'espèces parasites. Donc comme je le disais, on a des espèces qui vont parfois s'introduire dans et vivre au détriment, enfin, dans les nids d'autres espèces. Donc soit qui vont euh, éliminer la reine du nid en question et utiliser les ouvrières de la colonie déjà existante, soit des espèces qui vont éliminer la reine et petit à petit éliminer les ouvrières et vraiment juste remplacer la colonie. On aura d'autres espèces qui vont être esclavagistes, ou du coup, là, donc c'est le premier fonctionnement que je vous ai dit, où la reine va s'implanter dans la fourmilière, mais elle va utiliser les ouvrières euh, de la colonie et pas produire elle-même d'ouvrières. Je ne sais pas si c'est hyper clair, en tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à lever la main. Donc, au niveau de la diversité des espèces de fourmis, j'essaie de regarder le chat en même temps. Youp. Donc il y a Christophe qui demandait au sein d'une même espèce, du coup, quel, Sur par les rapport à quel esclavagistes, aspect? Christophe? Oui, donc l'esclavagisme, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a une espèce qui est présente chez nous et qui est quand même assez remarquable, où en fait les ouvrières sont pourvues de mandibules en forme de sabre. Du coup, elles peuvent pas euh, faire d'autres actions que de tuer d'autres fourmis avec ces mandibules-là. Elles peuvent pas attraper de nourriture et transporter des choses. Du coup, en fait, la reine, elle va donc elle va s'implanter dans le nid d'une autre espèce, elle va remplacer la reine, mais elle va faire en sorte que les ouvrières du nid de l'autre espèce travaillent en gros pour elle. Et du coup, la reine va quand même produire des ouvrières donc, qui auront une fonction particulière, mais qui vont pas aller chercher de la nourriture, par exemple. Donc elles vont défendre le nid, enfin la colonie, mais toutes les autres tâches vont être assurées par les autres ouvrières, donc jusqu'à épuisement du stock d'ouvrières de l'autre nid. Et après, cette fourmi-là fait aussi des raids sur d'autres colonies pour aller chercher des ressources. Donc, au niveau de la diversité des fourmis en France métropolitaine, on a, donc oui, pour répondre à Christophe, on peut avoir donc deux espèces de fourmis dans une même fourmilière.
dans le cas des espèces parasites. Donc il y en a qui vont vivre exclusivement aux dépens de, d'une autre espèce de fourmi. En général, c'est pas au sein de la même espèce qu'il y aura un parasitage, ça va être vraiment des espèces qui vont être spécialisées dans le parasitage d'autres nids d'autres espèces. Donc parmi toutes ces espèces, on a 226 espèces qui sont actuellement recensées en France métropolitaine. Et parmi ces espèces, on a actuellement 65 espèces qui sont recensées en Bourgogne, mais on a probablement autour de près de 80 espèces qui sont présentes. On a un certain nombre d'espèces qui vont être difficilement détectables, donc notamment les espèces parasites, qui sont compliquées à trouver, et d'autres espèces enfin, voilà, qui sont discrètes. Et puis, on n'a pas non plus forcément beaucoup de personnes qui vont aller faire de la donnée sur les fourmis, donc on a toujours des surprises à avoir, et on a des espèces qui vont être spécialisées sur certains milieux, donc soit montagnards, soit des espèces plutôt méditerranéennes qui vont remonter, ou qui vont être présentes déjà sur les milieux thermophiles de la côte bourguignonne. Du coup, on a voilà, ce panel de sûrement 80, près de 80 espèces présentes, voire plus, c'est donc jamais. Sur ces 65 à 80 espèces, on a donc quatre sous-familles qui sont représentées dans la région. Les dolichodérinés, les formicinés, les myrmicinés et les ponerinés. Donc chacune a un peu ses particularités. Les dolichodérinés vont avoir un mode de vie qui va être plutôt au sol avec des caractéristiques morphologiques particulières. Les formicinés, ça va être tout ce qui est espèce, notamment par exemple qui va faire des dômes, vont être des formicinés et elles lancent de l'acide formique pour se défendre. Les myrmicinés, on a donc notamment des espèces qui vont avoir un dard, donc qui vont piquer pour se défendre à l'inverse des autres. Et les ponérinés qui vont être quasi exclusivement que des espèces qu'on va retrouver dans la litière du sol. Donc là, par exemple, c'est des espèces que bah, si on va pas aller chercher, on les trouvera pas forcément comme ça en se baladant. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver des fourmis? Eh ben, on va dire absolument partout. Donc souvent les nids vont être près du sol, en tout cas pour nous en ce qui nous concerne dans la région. On a quelques espèces arboricoles, mais la plupart vont être soit dans... Enfin, les nids vont être souvent près du sol et on va retrouver les ouvrières plutôt dans la strate herbacée ou au sol. Et donc, comme je disais, on va pouvoir les retrouver dans à peu près tous les milieux terrestres. Donc que ce soit des milieux humides, donc là une tourbière par exemple, où on aura une diversité d'espèces de milieux ouverts qui vont être dans ces habitats-là. On aura des espèces qui vont être dans des milieux à l'inverse très très secs. Et on aura aussi des espèces en milieu fermé, plus fermé en tout cas forestier, et on aura des espèces dans des milieux plus anthropisés. Là, c'est des milieux quand même relativement semi-naturels, mais après, voilà, on a déjà tous vu des fourmis en ville. Ça les dérange pas, enfin, selon les espèces, ça va pas les déranger de faire leur nid dans les trottoirs et autres. Donc voilà, on aura absolument des fourmis un peu partout, d'où aussi la difficulté d'avoir un inventaire, on va dire, exhaustif d'un peu toute la diversité des espèces dans la région, parce qu'on aura vraiment enfin, tous les milieux qui vont être colonisés et du coup, beaucoup de surface à échantillonner finalement pour avoir un inventaire représentatif finalement de, du cortège présent. Donc on a vu on avait des fourmis absolument partout dans les milieux terrestres. Donc où est-ce qu'on va aller les chercher et quelle est la méthode la plus efficace finalement pour inventorier les fourmis? Ça va être de chercher les nids, donc notamment en recherche
recherche active, recherche à vue des différents nids. Donc ça va être la méthode principale finalement de recherche des fourmis. Parce que comme on a vu, du coup, vu qu'elles vivent en colonie, donc on aura vraiment le plus important des ouvrières qui seront dans le nid. Donc là, je vous ai mis deux exemples de nid. Donc on a à droite l'exemple le plus connu, enfin en tout cas le plus remarquable et qui passe pas inaperçu, c'est les dômes de débris végétaux. Et on a à l'inverse, du coup, la première photo à gauche, euh, un arbre mort, tout ce qui est de plus classique. Bon là, c'est dans une zone humide, où finalement on pourra retrouver plusieurs nids d'espèces au sein de cet arbre mort. Donc, yep. Du coup, pour répondre à Christophe qui demande si c'est fourmi rousse pour le dôme d'aiguille, donc oui, quand on a un dôme d'aiguille ou en tout cas de débris végétaux qui est d'une taille relativement imposante, ça sera des fourmis qu'on appelle fourmis rousses au sens large, donc c'est globalement des fourmis du genre Formica. Après, au sein de ce nid, il peut y avoir des espèces parasites qui du coup seront d'un autre genre, mais globalement on est sur des fourmis du genre Formica, ou pour lesquelles on a quand même plusieurs espèces, au moins une dizaine, qui peuvent construire ce genre de nid. Donc, comme je disais, les différentes espèces au sein des milieux vont utiliser des micro-habitats. Donc, elles peuvent être sous des pierres. Donc, globalement, voilà, pour trouver les espèces qui sont sous les pierres, il faut soulever un certain nombre de cailloux et voilà, au bout d'un moment, on trouvera, selon la richesse du milieu, plusieurs nids sous ces pierres. On peut avoir du coup dans du bois mort au sol ou sur pied, donc ce que je vous ai illustré en photo. Bon là c'est un petit arbre mort, hein, c'est vraiment limite une branche, mais on aura dans des troncs de gros gabarits aussi des colonies qui vont s'installer, et donc elles seront dans les différents interstices du bois mort, et donc on aura des espèces qui peuvent être sur le même arbre, des différentes espèces qui vont utiliser le même arbre mort à différents endroits. On aura aussi des fourmis qui vont être souvent, pour beaucoup d'espèces, dans le sol, donc soit directement dans le sol, soit qui vont former des petits monticules de terre. Donc on en voit aussi à l'image des dômes de débris végétaux. On a aussi l'habitude de voir de temps en temps des dômes de terre. Donc là, on sera sur d'autres espèces. Et des fois, en fait, ce dôme de terre, il est vraiment réduit à un tout petit monticule qu'on ne voit pas ou qu'on voit vraiment en écartant la végétation. Donc, comme je le disais, il y a les dômes de débris végétaux que là, en fait, comme on peut voir sur la photo, là, c'est un début de formation de colonies, même si elle paraît déjà grosse sur l'image. Et en gros, souvent, on a un support vertical, donc là, c'est une souche où la reine va aller se mettre, se cacher et commencer un peu sa colonie. Et du coup, on aura après la formation du dôme autour de ce support vertical. Et ensuite, on aura donc différentes cavités qui vont être utilisées par les fourmis, notamment les reines, pour s'installer. Donc, tout- toute infractuosité dans le paysage, finalement, sera utilisée. Donc, en gros, pour résumer, finalement, comment trouver des fourmis? En gros, il faut rechercher à peu près partout sur une parcelle. On peut avoir des fourmis absolument partout. Donc, il faut en gros ratisser très large pour trouver un peu toutes les espèces qui sont présentes. Donc après, en plus de chercher les nids, on peut aussi donc faire un peu ajouter des méthodes, on va dire, de plus classiques en entomologie, donc soit du battage de branches pour trouver des ouvrières ou du fauchage de la strate herbacée où on aura aussi des ouvrières. Mais là, après, on aura potentiellement différentes espèces,
mais en nombre plus restreint que en cherchant les nids, et je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux d'avoir plusieurs individus du même nid, c'est pour l'identification. Donc Emmanuel qui demande quelle est la bonne période pour les chercher, c'est ma diapo suivante. Du coup, je vous en parlerai juste après. Et donc du coup, les méthodes classiques vont permettre d'avoir des ouvrières, mais, euh, mais vont parfois amener une difficulté dans la détermination. Et on a aussi donc la méthode de tamisage de litière, donc c'est ramasser un peu de litière, notamment en forêt, pour après donc la tamiser et récolter les ouvrières présentes. Donc là, c'est vraiment une méthode complémentaire et qui va vraiment servir pour les espèces qui sont endogées, donc qui vivent dans le sol et qui font pas de monticules ou autres qu'on peut pas forcément, comme ça, à vue d'œil, les repérer. Donc globalement, par exemple, c'est pour des gens qui vont faire de l'inventaire des escargots, de la malacologie. C'est un peu, on va dire, une méthode transversale qui va permettre donc en même temps qu'on va chercher des coquilles d'escargots, on aura aussi des fourmis. Je regarde en même temps vos questions. Donc pour les espèces endogées, donc vous verrez, je vous ai mis un petit récap pour sur la clé simplifiée, mais globalement, sur les espèces endogées, on est sur des espèces qui seront entre 2 et 4 millimètres. On va plutôt être autour de 2-3 millimètres sur ces espèces-là, mais globalement, pour la plupart des fourmis, on sera sur une taille moyenne de 4 millimètres. Donc c'est des fourmis qui sont toutes petites. Donc forcément, on peut vite passer à côté, contrairement aux grosses fourmis rousses qui sont sur les dômes. Donc elles ont un dôme très voyant et en plus elles sont grosses. Donc là, pour le coup, difficile de passer à côté. Mais il y a une bonne partie des fourmis finalement qui est un peu tout l'inverse, qui sont petites et cachées sous des pierres ou dans le sol. Et donc une fois qu'on a repéré un nid ou des ouvrières, comment on fait pour les collecter? Donc je vous ai mis, on va dire, la méthode, on va dire, standard, classiquement utilisée, donc c'est l'aspirateur à insectes. Donc je vous ai illustré juste en dessous. Donc vous pouvez le fabriquer vous-même avec des tuyaux, un petit tube de prélèvement en mettant une petite grille au niveau du bout du tuyau par lequel vous aspirez. Ou aussi vous pouvez en trouver dans le commerce qui sont vendus tout près comme celui que je vous ai illustré. Par contre, il y a un peu, on va dire, un bémol sur cette méthode-là où il faut faire quand même attention à ce qu'on aspire, même si pour les fourmis, on n'est pas forcément sujet à aller aspirer des choses pas très ragoûtantes, contrairement aux coléoptères, par exemple, ou notamment les nécrophages et autres, où on peut aller aspirer des, des crottes, par exemple. Ça ne sera pas le cas pour les fourmis, mais bon, par exemple, si on aspire des fourmis sur du bois mort, bah, voilà, faut quand même faire attention à pas aspirer des spores de champignons et autres. Donc, et il y a aussi un autre inconvénient, c'est pour les fourmis, donc par exemple de la famille des formicinées, qui vont émettre de l'acide formique. Quand on aspire la fourmi, elle n'est pas contente forcément, du coup, elle va essayer de se défendre et elle va larguer de l'acide formique. Donc on va aspirer de l'acide formique et c'est jamais très agréable. Donc vous pouvez ne pas utiliser d'aspirateur à insectes, même si en fait pour les petites fourmis et celles qui sont dans des nids assez petits, ce que j'ai pas précisé, mais dans les autres cavités, il peut y avoir par exemple dans des coquilles d'escargots et autres, et des noisettes, des glands, et des baies, des choses comme ça. En fait, une fois que les fourmis vont être dérangées, s'il y en a très peu dans la colonie, finalement, elles vont partir et on n'aura pas le temps
de les ramasser. D'où l'intérêt en fait de l'aspirateur qui va permettre d'aspirer directement la fourmi dès qu'on la voit. Et pour les petites fourmis, voilà, il n'y a pas forcément de risque d'aspirer de l'acide formique, ou en tout cas les quantités seront très faibles, et puis elles sont faciles à aspirer. Par contre, par exemple, pour les fourmis rousses des bois, là, sur les gros dômes, alors on n'est pas obligé d'aller chercher l'aspirateur, on peut en ramasser à la main, soit avec des brindilles et autres, voilà, les faire monter dans notre pot de prélèvement sans aller les aspirer, parce que forcément, quand on en aspire, on le sent vite passer. Voilà. Moi, j'ai un peu mis de côté l'aspirateur, je vous l'avoue, pour les fourmis de grande taille, parce que, en tout cas, celles qui balancent de l'acide formique, c'est jamais très agréable. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, enfin, quelle quantité de fourmis il faut prélever pour avoir un échantillon, on va dire, identifiable, c'est quelques individus. Souvent, il est préconisé une dizaine, mais bon, des fois, il y a des... Autant sur un dôme de plusieurs dizaines de milliers d'individus, prendre 10 individus, c'est pas dérangeant. Autant sur des petites colonies, j'avoue que c'est toujours un peu délicat de se dire on va prélever 90% des individus ouvrières, ça met un peu en péril la colonie, mais au moins en tout cas 3-4 individus, c'est déjà normalement suffisant pour identifier. Après, si on n'a qu'un seul individu, par exemple en faisant du fauchage ou du battage, l'identification elle peut être un peu plus compliquée, parce qu'il peut y avoir un petit peu de variabilité individuelle, même si globalement on arrivera quand même à mettre un nom, même si on n'a qu'une ouvrière. À part sur certains genres où ça peut être plus complexe. On va dire que dans la plupart du temps, on arrive quand même à s'en sortir, mais si on en a deux, trois sous la main, c'est quand même un peu mieux. D'où en fait l'intérêt de chercher les nids, si on veut inventorier des fourmis. Et donc une fois qu'on les a collectés, il faut les conserver. Donc l'avantage, c'est que ça se conserve quand même très bien. C'est une fourmi, c'est quand même très sclérifié et chitiné. Donc si je vous remets la première photo, bon, voilà, on n'a pas d'éléments donc sur la fourmi, mis à part les poils, et encore ils sont très rigides quand même comme pilosité. On n'aura pas d'éléments qui vont se dégrader forcément dans l'alcool par exemple. Du coup, contrairement à par exemple bon, l'épidoptère, où là pour le coup c'est sûr, la, la, la conservation des échantillons se fait différemment. Là, un peu comme pour les coléoptères, on a des insectes qui vont être quand même très solides, et du coup on va pouvoir les stocker dans de l'alcool à 70, par exemple, non modifié, ou au congélateur, ça se garde très bien. Voilà, on met notre pilulier au congélateur et on peut les garder comme ça, pas indéfiniment, mais en tout cas plusieurs années. Un peu comme pour l'alcool, ça marche très bien. Donc niveau conservation, on est sur des espèces quand même assez pratiques et assez faciles. Après, si on veut mettre en collection pour faire des boîtes de collection ou des boîtes de référence, là, c'est un peu plus compliqué, où du coup, faut coller sur paillettes et ce genre de choses. Moi, après, à titre personnel, mais bon, c'est pas, chacun fait comme il veut. Moi, je les conserve en alcool, et même pour, en fait, repasser sur des individus pour avoir un peu l'identification. L'alcool, garde un peu le côté souple des individus, donc on aura, quand c'est de l'alcool à 70, du coup on peut après comme ça remanipuler les individus sans problème. Au congélateur, pareil, après c'est juste que voilà, on a des cycles de congélation, décongélation qui sont pas forcément tip-top, quoi. Mais en tout cas, pour le conserver à long terme, ça marche quand même. Et donc pour répondre à la question d'Emmanuel, quand est-ce qu'on peut chercher des fourmis? Finalement, on aura toutes les espèces qui seront active. Bon, je prends ma deuxième ligne de mon diaporama, mais euh, pendant la belle saison, finalement, elles vont être actives quand il y aura de la nourriture et des ressources à aller chercher. Donc, globalement, dès les premiers beaux jours,
Donc dès le mois de mars, si on a un beau mois de mars, on aura les premières colonies qui vont commencer à s'activer, les premières ouvrières qui vont commencer à sortir jusqu'au mois d'octobre globalement, enfin jusqu'à ce qu'il commence à faire froid, donc jusqu'aux premières gelées où finalement après les fourmis vont aller rester bien au chaud dans leur nid. Donc voilà, on a une période quand même assez large. Mais voilà, en hiver par exemple, on n'aura pas la possibilité de trouver, enfin, on peut toujours en trouver notamment, donc, par exemple sur le dôme là que je vous ai mis en photo. L'hiver, il y a quand même des fourmis dedans, mais si on veut voir des fourmis, il va falloir creuser jusqu'au fond de la fourmilière pour pouvoir trouver les individus. Donc voilà, le mieux, ça reste quand même de les, de les rechercher entre mars et octobre. Et donc globalement, on aura des espèces qui vont être actives pendant la journée. Certaines espèces vont être nocturnes, mais c'est pas la majorité. Mais on aura quand même voilà, plutôt des espèces qui vont être actives dans la journée. Après, selon les espèces, on aura des espèces qui vont être soit actives plutôt le matin, soit plutôt l'après-midi, ou à d'autres moments de la journée. Et c'est globalement pour des raisons de compétition finalement. On aura des espèces qui peuvent pas se tolérer entre elles, qui vont du coup décaler un peu leur phase de fourragement. Donc, c'est l'activité des ouvrières d'aller chercher des ressources qui vont être décalées comme ça dans la journée pour éviter de croiser finalement les autres espèces avec qui elles s'entendent pas, on va dire, pour faire schématique. Sachant qu'elles peuvent se repérer, mais ça, je n'ai pas détaillé, hein, mais du coup, les fourmis s'identifient et se repèrent grâce à des molécules de type hydrocarbures qui sont présentes à la surface de leur corps, d'où en fait les contacts antennaires, on a souvent ça en tête au sein d'une colonie, où les individus vont se tapoter un peu les antennes pour voir à quelle espèce l'individu appartient et aussi à quel nid, parce qu'on aura des marquages un peu différents selon la colonie, même si c'est la même espèce. Donc des fois, au sein de la même, comme je le disais au début, au sein de la même espèce, il y a les nids peuvent ne pas se tolérer entre eux. Donc du coup, toute cette organisation interespèce et au-delà fait qu'on aura des activités différentes selon le moment de la journée. D'où au final aussi l'intérêt de chercher directement les nids pour inventorier un peu les fourmis. C'est pour éviter un peu ce biais-là. Parce que si on cherche le nid, forcément, on aura les fourmis qui seront dedans toute la journée. Et après, selon les espèces, on aura des cas particuliers où, pour les inventorier, il faudra cibler les périodes d'essaimage. Donc, comme pour d'autres hyménoptères, on a les périodes d'essaimage, donc de reproduction, où on a les femelles et les mâles ailés qui vont aller à la surface du nid et se reproduire, et puis après disperser. Donc soit la reproduction se fait sur le nid, soit elle se fait en vol dans un essaim. Donc on a souvent l'habitude de voir des essaims comme ça de fourmis volantes plutôt dans l'été. Mais selon les espèces, on aura des essaimages qui vont être plus discrets à d'autres moments de la saison. En gros, c'est capturer des fourmis ailées. Ça va être plutôt utile pour vraiment soit des espèces parasites qui vont faire vraiment soit pas d'ouvrières et surtout des sexuées, ou alors qui vont être de toute façon présentes à l'intérieur d'un nid. Donc par exemple, pour le cas des fourmis rousses là, qui font les gros dômes, les espèces qui vont être parasites de ces espèces-là vont être la plupart du temps dans le nid. Donc en fait, on les verra pas forcément à la surface du nid, sauf en période d'essaimage. D'où l'intérêt pour ces espèces-là. Mais c'est des cas particuliers. Et on a aussi des cas pour des espèces où il faut regarder les génitalia des mâles. Et oui, il y en a aussi chez les fourmis. Mais c'est un peu, c'est on va dire plus anecdotique. Et où du coup, ben, là, il faut avoir des mâles forcément. Et donc, pour capturer des mâles, il faut être à la période de l'essaimage.
Et donc après, ben, pour capturer les fourmis mâles ou femelles, soit on les attrape au filet classique si on a un vol de fourmis devant nous, ou alors après on les capture sur le nid directement en période d'essaimage quand elles sont la journée sur le nid. Et donc pour l'identification, parce que on a vu donc quand est-ce qu'elles sortaient et puis où est-ce où on les cherchait. Maintenant, comment on peut les identifier? Donc globalement, on a quelques espèces qui vont être déterminables à vue. Et du coup, je vous les ai mis là. Mais c'est vraiment par rapport au... Alors donc il y a Christophe qui demande par rapport entre les mâles et les reines, est-ce qu'elles sont facilement identifiables? J'ai pas de photos à moi, donc je vous ai pas illustré les mâles et les femelles. Mais globalement, on a les femelles qui vont être plus grosses que les mâles, légèrement, et qui vont avoir les muscles alaires très développés. Donc si je vous remets la photo, si ça veut bien, précédente, voilà, on voit que la fourmi donc de droite, en même temps à gauche c'est pas une fourmi, euh, donc là c'est une femelle parce que du coup elle a donc une tête, on va dire classique pour une fourmi, et donc elle a le thorax qui est très gros et développé en hauteur notamment pour abriter les muscles alaires finalement. Les ouvrières ont un thorax assez fin parce qu'elles n'ont pas d'ailes, alors que là, les femelles, avec les ailes, elles ont besoin de muscles pour les faire fonctionner, donc on aura un thorax qui va être très gros. Et les reines, en gros, seront pareilles que les femelles, donc comme ça, sauf qu'elles auront mangé leurs ailes, et du coup, ça sera comme celle-ci, mais sans les ailes. Par contre, les mâles, eux, donc ce qui va les permettre de les distinguer, on va dire schématiquement, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais globalement, ils vont avoir un peu la même allure, ils vont être un peu plus petits et surtout, ils vont avoir une tête plus petite proportionnellement à une ouvrière classique. Donc c'est un des moyens de les reconnaître. Après, ils auront les mâles et les femelles globalement un peu les mêmes couleurs, on va dire, et la même aspect général que les ouvrières, à quelques exceptions près. Mais voilà, globalement, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Les femelles vont avoir plutôt une tête classique d'ouvrière et les mâles vont avoir une tête plutôt plus petite. Donc, dans les espèces qui vont être déterminables à vue, il y en a quelques-unes quand même. Donc il y a Polyergus rufescens, qui est la fourmi amazone, je crois, ça doit être ça son petit nom. Donc c'est une des fourmis esclavagistes. Donc il va se reconnaître par sa taille quand même relativement grande par rapport aux autres fourmis, qui est rouge et qui a des mandibules en forme de sabre. Donc ça, par exemple, sur photo, on peut très bien l'identifier si on voit la tête. Voilà, c'est une fourmi de grande taille avec des mandibules en forme de sabre, donc comme je vous disais en préambule, qui vont lui servir notamment à tuer d'autres fourmis et ramasser éventuellement un peu de ressources, mais pour lesquelles elles vont pas être efficaces et donc elles vont utiliser plutôt d'autres ouvrières. Après, celle-ci, théoriquement, vous n'allez pas forcément la croiser beaucoup, mais parce que c'est une fourmi qui est pas très courante, mais en tout cas, voilà. C'est une des fourmis qui peut s'identifier comme ça à vue, ou en tout cas au moins avec une photo. Après, on peut les repérer éventuellement quand elles font leur raid pour attaquer d'autres fourmilières où on a des raids de fourmis, donc des lignes de fourmis entre le nid d'origine et le nid attaqué, mais c'est plutôt le soir. Une autre espèce qu'on peut identifier assez facilement sur photo ou comme ça à vue, c'est Dolichoderus quadripunctatus. Donc c'est une petite fourmi arboricole qui va avoir du coup, comme son nom l'indique, quatre taches sur l'abdomen, donc on appelle gastre chez les fourmis.
On aura donc un gastre noir avec quatre petites taches blanches. Et c'est la seule à avoir, en tout cas chez nous, en Bourgogne, à avoir ces quatre taches. Mais donc là, pour la trouver, pour le coup, c'est plutôt en faisant du battage de branches ou en cherchant des nids plutôt dans les parties aériennes, donc des branches mortes, mais qui vont être plutôt dans les arbres ou des infractuosités d'arbres. Et donc on a Cédric qui nous dit que on peut l'avoir aussi dans les pièges à interception. Et effectivement, vu qu'elle est plutôt arboricole, voilà, elle va se promener, et donc si elle tombe dans un piège, elle sera piégée dedans, forcément. Et pareil, on peut l'avoir dans différents types de pièges détente malaise, par exemple. Et après, pour rebondir sur sur la remarque de Cédric, tout ce qui est piège à interception ou tente malaise, ça va permettre aussi d'avoir tout ce qui est individu, mâle et femelle ailés pendant l'essaimage, qui vont avoir le même comportement, surtout les femelles finalement, qui vont aller chercher une zone pour aller fonder leur colonie, qui vont avoir un peu des comportements plus classiques d'insectes volants. Du coup, on les aura dans ce type de piège. Mais effectivement, toutes les espèces qui vont être soit arboricoles, donc avec un nid dans les arbres, soit qui vont aller un peu chercher leur nourriture dans les arbres, vont pouvoir être récoltées grâce à des pièges. On a aussi donc Camponotus liniperda, qui est quand même une assez grosse fourmi, mais là où pour le coup, pour l'identifier, c'est un peu plus complexe, hein, il faut un peu plus de pratique, mais elle peut se faire aussi très bien sur photo par exemple. Bon, en fait, c'est une grosse fourmi donc du genre Camponotus, comme vous le verrez tout à l'heure avec la petite clé que je vous ai faite. Elle a en gros le thorax qui est complètement arrondi. Donc, si on a une fourmi quand même d'assez grande taille, plutôt sombre, avec le thorax arrondi, et qui a donc au niveau de son gastre le premier segment en partant du début, qui est rouge, alors on peut dire que c'est Camponotus igniperda, qui ressemble à d'autres espèces. Donc, c'est pour ça que quand on a l'habitude, on peut bien l'identifier, mais au début, ça peut être peu confusant. Et enfin, la dernière espèce qu'on peut identifier sans trop de problèmes si on a des ouvrières majeures. Donc là, comme je vous disais au début, on a chez certaines espèces des ouvrières mineures et majeures. Donc souvent les majeures, ça va être ce qu'on appelle les fourmis soldats, donc qui vont défendre la colonie et du coup qui vont être plus grosses, plus imposantes ou on va dire équipées différemment pour défendre la colonie. C'est le cas de celle-ci qui du coup porte son nom, donc Troncata, notamment à cause des ouvrières majeures, donc qui ont la tête tronquée, pour finalement boucher les ouvertures de la colonie, pour empêcher l'intrusion de fourmis assaillantes ou d'autres invertébrés qui pourraient attaquer le nid. Donc c'est des fourmis plutôt rougeâtres et donc voilà, avec la tête vraiment tronquée. Après, si on a une ouvrière mineure, voilà, on ne pourra pas forcément l'identifier facilement par rapport à d'autres ouvrières du genre. Sachant qu'avant, on était en fait sur le genre Camponotus, donc elle ressemble à d'autres Camponotus, même si elle s'appelle maintenant Colobopsis, mais du coup, on a une ressemblance qui va être très forte avec d'autres fourmis du genre Camponotus. Donc là, vraiment, c'est l'ouvrière majeure donc dans le nid qui va permettre de l'identifier facilement. Et pour toutes les autres espèces, malheureusement, il faut passer par un prélèvement d'ouvrières, donc ou d'individus mâles ou femelles sexués, mais généralement plutôt d'ouvrières, vu que c'est un peu les, les individus qu'on a le plus dans les colonies, et les passer sous loupe binoculaire, parce qu'on a donc des individus qui vont être de petite taille, et sur lesquels il va falloir regarder pas mal de critères un peu différents
Et donc du coup, sur une photo, c'est pas forcément évident. Donc déjà, les fourmis sont tout le temps en mouvement. En général, voilà, c'est jamais évident de prendre des photos de fourmis. Et en plus, bah, faut arriver à voir tous les critères, donc avoir plusieurs angles de la fourmi, etc. Donc voilà, le plus simple, c'est qu'elle ne bouge pas, donc de la prélever. Malheureusement. Et donc, pour identifier les fourmis, on a différents guides, et c'est un peu aussi l'objet de... Enfin, l'objet. Le pourquoi j'ai voulu faire aussi un webinaire sur les fourmis, c'est donc l'apparition donc du cahier d'identification des fourmis de France, Belgique, Luxembourg et Suisse chez Biotop, donc là, à gauche en bleu, en, en fin d'année dernière, où on a vraiment une clé d'identification pour toutes les espèces de France qui va jusqu'à l'espèce. Et jusqu'à présent, on avait donc sinon en outil de détermination le guide des fourmis de France de chez Delachaux, qui pour le coup est, on va dire, un peu moins complet et donc qui date de 2015, si je me souviens bien, et pour lequel toutes les espèces ne sont pas forcément mises dans la clé. On aura des renvois en espèces, par exemple sur une monographie d'une espèce, on aura les espèces avec lesquelles on peut la confondre, mais il n'y aura pas forcément de description précise, ou du coup forcément sur une espèce on pourra avoir plutôt des doutes ou des identifications à un groupe d'espèces, pas forcément systématiquement à l'espèce, alors que là avec le cahier d'identification on a la possibilité d'aller jusqu'à l'espèce. Si on a bien entendu le matériel qu'il faut pour certaines, donc on aura des critères à voir qui vont nécessiter des forts grossissements ou du coup, des espèces qui vont nécessiter des mesures morphométriques ou des espèces pour lesquelles il faut des mâles ou des femelles. Mais donc voilà, maintenant on a en tout cas tout à chacun qui peut être équipé d'un guide qui est quand même bien détaillé pour pouvoir identifier les fourmis. Auparavant, on avait en fait aussi, mais c'était avant même l'apparition du guide de la show, on avait une clé en ligne, donc des mêmes auteurs que les deux guides là que je vous présente, qui était du coup une clé illustrée accessible en ligne, mais que du coup a été mise sous format papier et qui du coup n'existe plus, malheureusement. Et donc les critères d'identification, on va dire pour faire un peu schématique et de manière générale, on a différents éléments à regarder chez une fourmi. Donc on a le pétiole, qui est la partie entre le thorax et l'abdomen. Donc, je sais si vous vous rappelez la première photo de fourmi, on avait un pétiole plutôt double, donc avec deux petits éléments entre le gastre et le thorax. Donc là, c'est un premier élément à regarder. Donc, il y a est-ce qu'il est simple ou est-ce qu'il est double? Et après, il y a la forme de ce pétiole. Du coup, voilà, par exemple, bah, en fait, faut regarder déjà le pétiole sous des angles différents selon les espèces pour avoir le critère d'identification. On aura tout ce qui est pilosité de l'individu, donc on aura soit la pilosité sur le thorax, soit la pilosité sur le dessus de la tête, soit la pilosité sur les antennes. Et donc selon les genres et les espèces, ça sera différentes pilosités qu'il faudra regarder, sachant que c'est souvent des critères, on va dire, de fourchette de pilosité, donc ça va être, on va dire, soit du beaucoup de poils, 1 à 3 poils sur la tête par exemple, ou alors sur le thorax, ou l'orientation des poils sur les antennes. Donc là par exemple, bah, pour les antennes, bah, si on prélève pas l'individu, ça va être compliqué de voir par exemple l'orientation des poils sur les antennes. On a aussi le nombre d'articles antennaires, donc qui va être variable selon les genres et les espèces, enfin non, selon les genres. Et l'aspect global du thorax, où on aura par exemple des thorax de formes différentes. Donc là, pour déterminer
certains genres et la présence d'épines ou non et d'autres et la pilosité et d'autres choses. Et donc finalement, on a tout un faisceau de critères à regarder qui vont être différents selon les familles ou les genres ou les espèces. Donc on n'aura pas forcément comme ça une grille de lecture qui va être identique pour chaque fourmi finalement. D'où aussi la difficulté pour les identifier et le fait que si on n'a pas d'échantillons à regarder vraiment de manière fine sous loupe, c'est compliqué d'arriver au bout de l'identification. Après, avec de l'expérience, voilà ce que j'ai mis, on peut arriver sur le terrain déjà à identifier quasiment jusqu'au genre de par la forme, la taille, la couleur ou éventuellement aussi le, le type de nid. Donc comme demandait Christophe tout à l'heure par rapport au dôme de débris végétaux. Donc voilà, on a souvent, en général, des fourmis du genre Formica, mais on ne pourra pas forcément aller plus loin que le genre. On va être sur un nombre d'espèces plus réduit que le genre Formica dans son ensemble, mais voilà, on ne pourra pas forcément aller plus loin sans prélever, mais on peut déjà quand même aller au moins voire jusqu'au genre pour certaines. Et donc après, une fois qu'on a le genre, ben, il faut quand même prélever pour aller à l'espèce, sauf pour les quatre que je vous ai cités précédemment. Donc là, je vous ai fait deux petites aides simplifiées que je pourrais éventuellement vous... Bon, le webinaire sera disponible ensuite en ligne, mais je pourrais éventuellement aussi vous retransmettre sous format PDF ces deux petites clés simplifiées. Donc j'en ai fait deux, donc avec une entrée par rapport au pétiole, qui va être soit simple, soit double. Donc qui va être la première entrée finalement des guides d'identification et qui va orienter sur différentes familles déjà enfin sous-familles de fourmis. Donc là par exemple, je regarde l'heure quand même, il est déjà 19 heures. Je vais pas forcément passer du coup forcément trop dans le détail des des différents critères, je vous laisserai regarder. Donc je vous ai mis en haut à droite une échelle de taille parce que donc dans le texte je vous ai mis petit, grand, voilà, minuscule. Donc vous mettre un peu à quoi ça correspond en termes d'échelle de taille, voilà, sachant que bon, il y a des espèces qui vont être un peu entre 2 à 5 millimètres, donc elles seront ni petites ni grandes, mais bon, voilà, pour simplifier, je vous ai mis ce genre ces trois catégories-là. Et donc on aura voilà la première entrée qui sera donc si on a un pétiole simple, voilà comment ce pétiole il est. Donc quand il est simple, il est sous forme d'écaille. Donc est-ce que l'écaille est plutôt droite verticale ou est-ce qu'elle est plutôt collée au, au thorax? Donc si elle est collée plutôt au thorax, on aura globalement le genre Tapinoma qui peut se repérer sur le terrain avec l'habitude. Donc ça va être souvent des espèces qui vont être sous des pierres ou dans le sol et des ouvrières qui vont être petites, noires et qui vont être plutôt rapides. Mais bon, ça, le rapide, c'est quand même avec de l'expérience. Je vous l'ai mis quand même, mais voilà. Avec l'habitude, on voit que ces fourmis-là, elles sont plutôt allongées et puis elles courent partout. Quand par exemple, si le nid est sous une pierre, si on soulève la pierre, on voit que tout de suite, ça part très vite et ça bouge très vite par rapport à d'autres espèces. Mais elles sont un petit peu plus longilignes. Et après, donc là, je vous l'ai pas mis d'ailleurs sur cette diapo-là, mais en gros, avec le pétiole simple, on va être sur la sous-famille des Formicidae globalement et des Ponerinés. Et donc, toutes celles qui vont avoir une écaille plutôt, donc un pétiole plutôt vertical, on aura soit des fourmis qui vont être endogées, donc qui vont vivre dans le sol, les Ponerinés, qui vont avoir un étranglement au gastre. Donc là, on peut facilement reconnaître cet étranglement, mais après, pour différencier les différentes espèces de ponerinés, ben, ça va être d'autres critères à regarder et qu'il faudra regarder sous le binoculaire. Et après, si on a un gastre, donc j'ai mis le normal par rapport en opposition
ceux avec construction. Si on a des toutes petites ouvrières sombres, on sera plutôt sur le genre plagiolépice, mais là encore une fois, voilà, sur le terrain, entre plagiolépice ou tapinoma, on peut vite fait se tromper si on voit pas bien si l'écaille, enfin si le pétiole est une écaille verticale ou pas. Mais si on arrive à voir ce critère-là, on peut se dire que du coup là c'est plagiolépice, donc on a trois espèces, donc qui sont encore que je vous dis des bêtises, parce qu'elles sont minuscules, donc elles sont quand même un peu plus petites que les tapinomas. Mais voilà, après, sur le terrain, on peut des fois mal faire la différence. Et après, donc les plus fourmis les plus grosses, où on aura un thorax soit avec un décrochement, on va aller sur les formica et les lasius, on va dire que c'est les fourmis qu'on va rencontrer finalement le plus classiquement, donc notamment les formica, donc avec des ouvrières grandes qui peuvent être bicolores, dans le cas des fourmis rousses, qui font des gros dômes d'aiguilles ou de débris végétaux. Donc ça, c'est des formica, donc on va rencontrer quand même assez régulièrement en forêt. Et après, il y a tout un tas d'autres fourmis du genre formica qui peuvent être noires ou brunes, qui pour le coup vont pas forcément faire de dôme. Donc du coup, on va les trouver un peu moins facilement. Mais ça reste des fourmis quand même de grande taille. Et des ouvrières plus petites. Donc là, le genre Lasius, où on a finalement les fourmis, on va dire, les plus communes. Donc les fourmis qu'on voit un peu dans notre jardin ou qui vont être en ville, ce sont souvent du genre Lasius. Mais encore une fois, donc dans le genre Lasius, on a des ouvrières qui peuvent être jaunes, brunes ou noires. Et bah, selon, on va dire, selon la couleur, ben, on aura des sous-genres différents. Et donc une diversité d'espèces qui va être quand même assez grande. Et si on a un thorax qui est plutôt arrondi, on aura le genre Camponotus. Donc là, je vous ai parmi, mais Camponotus, on est sur des fourmis comme le genre Formica de grande taille. Donc la forme du thorax, soit avec décrochement, soit arrondi, se voit quand même sur le terrain. Hop. Donc Christophe demande si les fourmis du genre Lasius forment des dômes de terre. Eh bien oui, on a des fourmis du genre Lasius qui vont former des dômes de terre et d'autres qui n'en feront pas. Mais en tout cas, si on a un dôme de terre, souvent on sera sur un genre Lasius. Et après, bah, selon la couleur de la fourmi, si c'est un dôme de terre avec des fourmis jaunes, on aura plus de chances d'être par exemple sur Lasius flavus. Mais encore une fois, si on ne prélève pas le d'individu, on peut pas être sûr que ce soit Lasius flavus qui est la plus répandue, mais du coup, on a d'autres espèces qui vont être similaires, mais moins répandues. Mais voilà, globalement, dôme de terre, on est plutôt quand même sur des fourmis du genre Lasius et dôme de débris végétaux plutôt sur des fourmis du genre Formica, de manière générale. C'est pas forcément une vérité vraie. Il faut quand même regarder un peu les autres critères pour pas non plus s'induire en erreur. Et donc sur l'autre clé que je vous ai fait avec donc le pétiole double, où là on sera sur plutôt la sous-famille des myrmicidés, donc celles qui ont un dard. On aura donc à regarder. Bon, là, forcément, c'est pas forcément évident à voir sur le terrain, mais si on a une petite loupe à main et qu'on arrive à voir un individu qui bouge pas trop, on peut arriver à voir. Donc si donc le propodéum, je vous ai mis, c'est l'arrière du thorax, donc la partie arrière. Je sais pas si vous avez vu sur la toute première photo que je vous ai mis dans le diaporama, on a une fourmi avec deux grosses épines. Donc là, on aura des fourmis plutôt du genre Myrmica. Donc on a avec ces épines-là un critère quand même pour arriver à voir différents genres. Donc si on n'a pas d'épines du tout, donc l'arrière est plutôt lisse, ou éventuellement, oui, plutôt lisse. Si les ouvrières sont minuscules et de couleur jaune, on sera sur le genre Solenopsis. Donc souvent, c'est des fourmis qui vont être en milieu plutôt chaud et sous des éléments type pierre ou morceaux de bois au sol.
Mais attention, si on regarde tout en bas à gauche, il y a aussi d'autres ouvrières minuscules jaunes, donc là que j'ai mis, donc Phédole pallidula, mais pour le coup où on aura un propodéum donc avec des petites épines, mais à l'œil nu ça peut ne pas, enfin ça se voit pas forcément, mais où pour le coup on a des ouvrières majeures pour cette espèce-là. Donc si on a un nid avec des ouvrières minuscules jaunes et des ouvrières de plus grande taille, donc majeures, avec une grosse tête, on sera sur Phénolpalidula, alors que si on a des ouvrières minuscules jaunes avec un pétiole double, on sera plutôt sur Solenopsis, si on a des ouvrières de la même morphologie au sein du nid. Et sur les Propodéums sans épines, on a aussi des ouvrières, des espèces du genre Messor, donc là sur des fourmis plutôt sombres ou alors bicolores, noires et rouges par exemple, et qui vont là être donc des ouvrières un peu plus grandes, mais quand même de petite taille. Et le genre Messor va quand même avoir une particularité que j'ai pas mis là, mais qui vont être des fourmis qui vont faire en tout cas certaines espèces, vont faire des greniers. Donc c'est les fourmis plutôt granivores, donc qui vont aller ramasser des graines et autres pour les stocker dans le nid. Donc si on a le nid à portée de main et qu'on voit qu'il y a un stockage de graines et que les ouvrières sont petites, plutôt sombres et qui est dans le nid, il y a également des ouvrières de plus grande taille qui ressemblent quand même aux autres, mais qui sont quand même plus grandes avec une grosse tête. Je dis bien similaires aux autres parce qu'on peut avoir d'autres espèces, du coup plutôt parasites, qui vont être dans le nid ou des ouvrières qui vont traverser le nid, qui vont être tolérées, mais qui du coup font pas partie de la même espèce. Et donc dans les espèces donc à pétiole double et avec des épines, on aura des ouvrières petites, de noires à brunes, plutôt on va dire carrées. Donc là on aura différents genres, Tetramorium, Aphenogaster et une espèce Myrmecina graminicola. Donc, Myrmecina graminicola, c'est une espèce qui va être endogée, donc on va retrouver surtout en faisant du tamisage de litière. Donc on va pas les croiser tout le temps. Et alors que par exemple Tetramorium, c'est une espèce qu'on va retrouver donc en milieu plutôt sec et qui va être sous des pierres souvent. Donc là on aura voilà, une fourmi plutôt petite noire avec des petites épines mais qui se voient quand même un peu et qui sont sous des pierres plutôt. Et Aphenogaster qui va être une espèce plutôt forestière. Donc là, on peut déjà un peu dégrossir, mais par exemple, Tetramorium, ce genre-là fait partie des espèces pour lesquelles il faut collecter des mâles pour pouvoir identifier l'espèce. Donc là, si on tombe par exemple sur un nid de Tetramorium hors période d'essaimage, on pourra difficilement aller à l'espèce, même si on collecte des ouvrières. À moins de faire de la génomique, mais ce qui peut arriver aussi. Et ensuite, on a des ouvrières petites jaune-orange. Donc là, c'est pour ça que j'ai remis la- les critères de taille. Là, on ne sera pas sur des ouvrières minuscules jaunes, on sera sur des ouvrières plutôt petites, donc de gamme de taille moyenne. Jaune orangé, on aura toutes les espèces du genre Temnothorax, qui là ont, selon les espèces, des mœurs un peu différentes, qui vont être soit dans des infractuosités de végétaux, par exemple dans des petits, souvent des petits nids, qui vont être de l'ordre de quelques dizaines d'individus, grand maximum, donc dans des petits interstices, et qui vont être donc des petites ouvrières jaune-orange. Et ensuite, dans les espèces un peu plus grandes, avec des épines, qui là pour le coup vont être plutôt de couleur rougeâtre, on aura les fourmis du genre Myrmica, donc comme celle que je vous ai présentée tout au début, donc qui est quand même de taille moyenne, avec des grosses épines en général. Voilà, on sait que déjà on va sur le genre Myrmica. Là après, par exemple, pour identifier les Myrmica, selon les espèces, soit on a des mesures morphométriques à faire sur l'avant de la tête, soit d'autres critères à regarder du style la base de l'antenne. Est-ce qu'il y a des petites ornementations à la base de l'antenne? Donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on peut pas
On peut pas voir même sur photo, vu qu'il faut avoir l'antenne dans un certain angle pour pouvoir voir ce critère-là. Donc Christophe demande si c'est le genre Myrmica qui est celui qui interagit avec les papillons du genre Fingaris. C'est le cas. Donc par exemple tous les papillons du genre Fingaris, donc anciennement Maculinea, dont vous avez sûrement entendu parler, qui sont des espèces protégées de papillons. C'est des papillons qui vont être strictement myrmécophiles et pour lesquels c'est globalement des fourmis du genre Myrmica qui vont s'occuper des chenilles. Mais après, on a d'autres espèces de papillons qui vont être myrmécophiles euh, non stricts, contrairement aux papillons du genre Fingaris, où là, ça peut être d'autres genres de fourmis qui vont aller un peu s'occuper des chenilles de papillons. Donc c'est un aspect que j'avais un peu mis de côté, hein, tout ce qui est, tout ce qui est un peu écologie, etc., plus large des fourmis pour pas faire une présentation trop longue, mais voilà, il y a cet aspect-là de fourmis qui peuvent du coup être hôtes de différentes autres groupes d'insectes. Il y a aussi par exemple chez les diptères des cirphes dont la larve va se mettre dans des nids de fourmis et dont les fourmis vont s'occuper. Donc c'est notamment les genres microdons. Et donc ensuite, les derniers genres, donc Leptothorax et Stenama, qui vont être des ouvrières plutôt petites et rougeâtres. Rougeâtre, ça peut être rouge sombre, hein, pas forcément rouge pétant, mais qui vont avoir des épines plus réduites par rapport aux Myrmica et qui vont être dans le même ordre de taille. Donc voilà, globalement, jusqu'où on peut aller comme ça avec un peu des critères de couleur et de taille. On peut dégrossir déjà un petit peu et éventuellement un peu avec la forme du nid pour certaines, on peut aller comme ça un petit peu jusqu'au genre, mais après on a forcément plusieurs espèces dans les genres, sauf par exemple pour Phaedolpalidula ou Myrmecina graminicola, où là il n'y a qu'une seule espèce dans le genre. Pour les autres espèces, on aura forcément, pour les autres genres par exemple, on aura plusieurs espèces. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette présentation vous aura plu et pas trop perdu, ni trop dégoûté des fourmis, vu qu'il faut forcément collecter et passer sous binôme pour identifier. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser la question directement, hein, plutôt que si vous avez des questions, levez la main et puis exprimez-vous plutôt que de mettre dans le chat. Et après, voilà, si vous voulez aller plus loin, on pourra faire au moins une session d'identification sous loupe binoculaire plus tard dans la saison. Je pense que voilà, on pourra voir soit à l'occasion de la réunion du groupe invertébré ou d'autres sorties plutôt multithématiques aussi, à faire un peu d'inventaire fourmi aussi pour vous mettre un peu le nez dedans. Et puis après, on pourra identifier un peu ensemble sous Bino les prélèvements aussi. Mais voilà, globalement, malheureusement, sur les 60 à 80 espèces qu'on a dans la région de Bourgogne, il y en a vraiment qu'une toute petite partie qu'on peut identifier vraiment facilement. Le reste, c'est pas forcément après compliqué sous le binoculaire, mais on est quand même obligé de passer par un atelier de binoculaire. Je sais pas si tu m'entends, Quentin. Oui. Oui, j'ai dans ma cuisine tous les ans, j'ai plusieurs centaines de fourmis, je dirais dans les 5 millimètres, Mhm. qui occupent les murs tous les soirs et qui partent pour essaimer par la fenêtre. Et dans la salle de bain, c'est des fourmis beaucoup plus petites, de l'ordre de 2 millimètres, qui sont un peu plus tardives pour l'essaimage. Et tous les ans, j'ai la même chose. Alors, c'est des vieux murs en pierre
qui étaient les murs extérieurs de la maison. Donc, il y a eu des appentis qui ont été construits avec de la terre, comment on appelle ça? Tassée, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et par-dessus, il y a eu du béton coulé et du placo pour faire justement des appentis qui sont devenus la cuisine et la salle de bain. Est-ce qu'on a des espèces connues pour occuper ce genre de lieu vraiment lié aux maisons et dans les interstices entre murs et placo, quoi? Ouais. Bah après, comme je disais, dans les milieux, types de milieux occupés, bon, il y a tout ce qui est milieu urbain. Mm. Et donc on a plusieurs espèces comme ça qui vont profiter finalement des interstices des murs pour aller faire leur nid. Et puis finalement, le nid grossissant, bah, elles vont finir aussi par aller chercher à fourrager bah, à l'intérieur de la maison finalement. Donc souvent, mais c'est pas une généralité. On a des fourmis du genre Lasius, donc Lasius niger par exemple, ou Lasius euh, emarginatus, donc niger qui va être uniformément brune et emarginatus qui va être bicolore orange et noir. Donc ça va être des fourmis qu'on va trouver quand même assez fréquemment en milieu urbain. Mais après, voilà, si on est un peu en milieu périurbain, on peut avoir quand même pas mal d'espèces différentes qui vont voilà, trouver un abri finalement dans les interstices du mur et qui vont pouvoir après aller à l'intérieur. Donc du coup, si toi tu as donc des périodes d'essaimage différentes et des tailles différentes d'individus selon les murs, ça va être des espèces différentes. Oui. Et Ouais, c'est ce que après, je... on peut avoir aussi, là j'en ai pas parlé, mais on a chez les fourmis et notamment finalement dans les 80 potentiels des espèces exotiques envahissantes. Donc pour l'instant, nous, on n'est pas trop concernés, mais il y en a surtout dans le sud, mais il y en a qui peuvent remonter ou être importés par, les transports. Donc on peut avoir aussi ces fourmis-là dans les habitations finalement. Bon, bah, ça sera un prélèvement cet été, quoi. Oui, oui, oui. On verra ça. Mhm. Donc voilà, on ne peut pas Merci. avoir de certitude. On a voilà, des espèces qui vont être quand même plutôt au milieu urbain, mais vu qu'on a aussi des espèces exotiques envahissantes, on peut, on peut jamais être sûr de ce qu'on a chez soi. Merci. C'était super. Après, si vous avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Euh, j'ai juste pas- Bah, merci, à bientôt. Oui, oui, oui. Non, je réfléchissais pour voir combien il y avait de personnes là. Mais je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait des personnes qui étaient déjà parties. Mais c'est pas grave. Moi, je me suis loupée, je croyais que c'était à 6h30 et j'ai démarré à 6h15. Ouf. Non, c'est pas grave. Mm. Ok. Allez, bonne soirée, au Eh ben, revoir. bonne soirée à tout le monde et puis à une prochaine autour de d'autres fourmis ou d'autres groupes. Volontiers. Merci, bonne soirée. Merci Quentin, bonne soirée. Ah,